Donc, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 12 janvier 2023. C'est la première activité scientifique du Centre de recherche Culture, Arts, Société, le CELAT au Québec. Nous sommes ravis de pouvoir vous compter si nombreux en cette semaine de rentrée au Québec qui, on le sait, est très chargée. Je remercie également tous ceux qui ont accepté de participer à cette conférence en tant que conférencier, en tant que commentateur, en tant qu'animateur de la rencontre. Donc, je ne serai pas longue. Je suis Célia Forger, coordonnatrice scientifique du CELAT, et il me fait grand plaisir de lancer cette première conférence de l'année avec nos invités internationaux Sandro Catachin et Fiorenza Gemba, ainsi que notre membre du CELAT, Bob White, à l'Université Laval. Et je cède de suite la parole à Daniel Bélanger, qui est professeur de géographie à l'Université Laval, membre du CELAT et titulaire de la chaire de recherche du Canada en dynamique migratoire mondiale, qui sera notre modératrice pour débuter. Et je tiens à signaler que sa chaire de recherche est partenaire de l'événement, ainsi que la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, dont la titulaire est Véronique Guévremont, qui prendra la parole à la fin de cette conférence pour les mots de la fin. Donc, je remercie nos deux partenaires et je vous souhaite une bonne conférence. Daniel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Célia. Donc, je suis très contente de vous accueillir ce matin pour le lancement de ce très bel ouvrage, Créer la ville, rituel territorialisé d'inclusion des différences, donc publié aux presses au PUM en 2022. Donc, sur l'invitation de Bob, nous participons à l'événement ce matin avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, j'ai 5 minutes selon le déroulement prévu pour présenter 6 personnes. Donc, je serai brève, mais c'est donc un grand plaisir parce que nous avons les 3 co-éditeurs, 3 auteurs en fait de l'ouvrage. Donc, Fiorenza Gamba, qui est chercheuse à l'Institut de recherche sociologique et professeure de sociologie de la culture et de la communication à l'Université Satsari. Elle travaille à la frontière de la sociologie, de l'anthropologie, de la communication. Donc, elle nous présentera une section de l'ouvrage ultérieurement. Nous avons aussi Sandro Catacine, qui est professeur au département de sociologie de l'Université de Genève et depuis 2015, directeur de l'Institut de recherche sociologique. Donc, il s'intéresse à la politique, à la sociologie urbaine, aux politiques sociales de la santé et à la mobilité internationale. Finalement, notre membre chercheur du CELAT, Bob White, est professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, directeur du laboratoire de recherche en relations interculturelles, le LABRI, et il dirige depuis 2012 un partenariat de recherche multisectoriel sur les dynamiques d'inclusion dans l'espace urbain à Montréal. Donc, cet ouvrage porte ainsi sur 3 villes, Genève, Montréal, Turin, et nous allons entendre des commentaires de chacun des co-auteurs. Nous avons aussi avec nous 3 commentatrices qui réagiront à des sections de l'ouvrage. Nous avons Anaëlle Piva, qui est depuis Paris doctorante à la chaire que je dirige et qui travaille sur les migrants en errance à Paris et à Rome. Nous avons Laurence Cuny, qui nous parle depuis Genève, qui est à la chaire UNESCO avec Geneviève Guévremont. Je la laisserai peut-être dire tout à l'heure quelques mots sur ce sur quoi elle travaille. Et finalement, Adèle Garnier, qui est professeure associée, agrégée à l'Université Laval, ici au département de géographie et membre également de la chaire que je dirige. Donc, voilà, le déroulement va être comme suit. Chaque co-auteur du livre aura 5 minutes pour présenter. On fera intervenir ensuite les commentatrices sur chacune des villes qui commenteront des rituels dont il est question dans l'ouvrage. Et ensuite, nous aurons 20-25 minutes pour une discussion générale avec l'ensemble des participants et participantes. Et Véronique Guévremont aura le mot de la fin. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord céder la parole à Sandro pour 5 minutes. Et moi, je vais demander à Fiorenza de faire le début.
Oui, merci. C'est seulement pour une question de suivre les livres. Et donc, comment la première partie, c'était dédiée vraiment au rituel. On pense que c'est bien de suivre les mêmes ordres. Mais avant vraiment d'entrer dans la discussion des rituels, j'aimerais bien dire un mot sur comment dire, la genèse de ce livre, que c'est important aussi pour les comprendre. C'est un livre qui a eu une très longue gestation, comme moi, Sandro et Bob, on sait très bien, parce que le sujet est très compliqué et change à chaque moment, parce que aussi, c'est pas vraiment facile de travailler ensemble. Et l'une des caractéristiques de ce travail, c'est vraiment qu'on a écrit ensemble une expérience très belle, très fatigante parce que c'est pas facile, mais c'est vrai que chacun, comment dire, est responsable de sa partie, mais a participé aussi aux autres. Donc, c'est un travail très spécial. Pourquoi on a décidé d'écrire ce livre? Tout d'abord, parce qu'on a, comment dire, remarqué que tous les efforts faits pour les champs de l'intégration, l'inclusion, on peut choisir les mots qu'on préfère en ce moment, parfois ne sont pas vraiment efficaces comme les manières les plus spontanées pour être ensemble. Et là, les rituels jouent un rôle vraiment important. Dans les observations qu'on a faites, on a vraiment remarqué, pas seulement pour le livre, mais aussi dans les autres projets qu'on mène ensemble ou pas ensemble, vraiment, les moments festifs, les moments rituels obtiennent des moments d'appartenance qui peuvent aussi se poursuivre dans la vie, dans les quotidiens, dans la vie de toujours, vraiment très importante. Alors, pourquoi pas se concentrer sur cet aspect qui est un peu, comment dire, négligé, pas parce que les rituels ne sont pas étudiés, parce qu'il y a un champ d'études très, très important, mais normalement, c'est difficile de trouver les liens entre les rituels et l'appartenance à un territoire. Là, c'était vraiment notre but principal de mettre un lien rituel et appartenance, bien sûr, à une communauté, mais surtout à un lieu. Parce que c'est, dans notre hypothèse, c'était l'appartenance au lieu qui pouvait amener ensuite à une appartenance, on se sentir bien dans une communauté. Et l'aspect des migrants, c'est un aspect intéressant, mais c'est pas le seul aspect qu'on a, comment dire, analysé. Donc, comment aborder un champ très particulier, un peu, je veux dire pionnière, mais en tout cas, on n'avait pas beaucoup de références à suivre. Bon, on a essayé de reprendre, de faire un petit peu l'état des lieux de manière très simple par rapport à un rituel. Et là, on a fait référence vraiment à les pères fondateurs de la discipline, des champs d'études, et ça a été très utile avoir cette référence à Van Gennep, à Tarn, sont encore aujourd'hui des éléments, des points de repère très intéressants. Mais là, on avait encore envie d'aller plus loin et on s'est concentré sur la partie des inventions, des réinventions des rituels. Là, c'était un travail très intéressant à faire, très important, parce qu'on a vu, on a essayé de comprendre comment et pourquoi les gens abandonnent des rituels ou alors inventent des rituels ou transforment des rituels. Je vais seulement un petit exemple qui n'est pas, comment dire, compris dans les textes, mais pour donner seulement l'idée. À Turin, encore, c'est la ville que j'ai étudiée les mieux parce que c'est ma ville, donc c'est plus facile pour moi de le faire. Et il y a un rituel qui s'appelle Iftar Street et c'est la rupture de jeûne pendant à la fin du Ramadan. Donc, c'est un rituel religieux très traditionnel. Eh bien, dans les quartiers qu'on a étudiés, c'est devenu un rituel du quartier qui se déroule dans les rues du quartier et qui met ensemble tous les gens, tous les habitants et les habitantes. Et donc, c'est traditionnel, mais en même temps réinventé parce que
ça comprend beaucoup de gens et beaucoup de dynamiques qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc là, c'était vraiment l'effort qu'on a fait, et mes collègues Sandro et Bob peuvent l'expliquer très bien après, qu'on a fait vraiment pour comprendre comment cette envie de participer au rituel donne des résultats, des résultats à voir dans ces contextes. Et c'est un contexte pour nous très important parce que comprendre l'appartenance d'un territoire, c'est aussi comprendre dans quelle manière les différences peuvent comment dire, être ensemble dans un lieu, dans un quartier, dans une rue, dans un bâtiment. Et donc là, c'était vraiment notre but principal de mettre ensemble la partie rituelle avec une partie plus liée à la vie, à la différence dans la ville. Je pense, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, mais je pense que ça suffit comme introduction et je laisse la parole à mes chers collègues. Oui, juste 2 mots méthodologiques. Donc, l'hypothèse est très forte dans le sens où on se dit que les politiques d'intégration ne servent à rien, que la ville a une dynamique spontanée par définition, quasiment, d'inclure les gens qui arrivent, parce que sinon, ils n'existeraient pas. Une hypothèse très forte est que les rituels dans une société hautement mobile, dans une société où on ne reste pas très longtemps dans un lieu, ont retrouvé un rôle clé de faire relativement vite que quelqu'un se sent bien dans un endroit, appartenir à un endroit, à un territoire, et développe à l'égard, à cause de cette appartenance, du civisme, du comportement respectueux des autres. Ça, c'est un peu l'hypothèse. Alors, comment démontrer cette hypothèse dont on n'était pas sûr? Il faut prendre des exemples les plus divers possibles de rituels urbains qui se réfèrent à des territoires. Et on a regardé dans nos villes, donc Fiorenza est d'origine de Turin. Moi, je vis comme Fiorenza actuellement à Genève. Et Bob connaît bien Montréal. Donc, le choix des 3 villes est un peu imposé. Mais les cas, donc en fait, les villes, c'est moins important que les cas. C'est quelque chose qu'on oublie toujours dans le comparativisme. On travaille sur des cas qui se situent dans 3 villes différentes. Donc, nos 9 cas ont été choisis selon une logique de chercher, j'aime pas dire ça, most different system design, mais ça va un peu dans cette direction, des cas très, très différents. Alors, beaucoup de dimensions qui font les différences, mais on a commencé avec 2 dimensions très banales, la dimension de l'institutionnalisation du rituel. Est-ce qu'il est fortement institutionnalisé, donc c'est carrément les institutions qui donnent un gros coup de main ou est-ce que c'est plutôt un truc qui vient d'en bas vers le haut, avec très peu d'institutionnalisation. Donc, première dimension, institutionnalisation. Et deuxième dimension, jusqu'à quel point des narrations de type historique sont mobilisées. Donc, des narrations très ancrées jusqu'au Moyen-Âge ou des narrations inventées, très récentes ou carrément non existantes concernant un regard historique. Alors, ces dimensions, on les a divisées par 3, non? Haute, moyenne, faible, ça donne 9 cases. Et on a cherché dans les 3 villes des exemples qui pouvaient aller dans ces cases pour faire d'abord la différence. Puis, on est allé chercher, évidemment, comme il faut faire dans ces logiques de recherche, ce qui se passe, les descriptions, les journaux, les témoignages. Selon les cas, c'est très différent parce qu'on a dû s'adapter, évidemment, à chaque situation différente. Et on a fait ces portraits de ces rituels selon une logique assez similaire qu'on avait construite, mais qui est plutôt une logique de chronologie avec des éléments qui sont liés. Voilà, il faut parler des émotions, de la narration. Donc, en fin de compte, on avait un certain nombre de dimensions qui sont les dimensions élaborées dans la première partie du livre plus conceptuel, qui est basée sur les théories des rituels. Ensuite est arrivée la phase plus créative, où on s'est le plus engueulé entre nous 3, c'est-à-dire
C'est-à-dire l'identification du regard comparatif. Alors là, c'est clair, les dimensions qu'on choisit font partie, mais après, on a des autres dimensions, il faut retourner dans les cas, il faut commencer à dire, mais là, c'était ça, comment c'est dans l'autre cas. Donc, en fin de compte, on est arrivé à quasiment une vingtaine de dimensions ensuite qu'on a mis en parallèle dans une logique de type comparatif. De ces 20, s'en reste à la fin 12 et s'en reste à la fin 6. Et ces dimensions qui disparaissent parce qu'ils sont présents dans toutes les cas, c'est-à-dire c'est des dimensions qui ne sont pas rélévantes pour une comparaison qui est orientée aux différences, et des dimensions qui étaient juste pas rélévantes dans le contexte à expliquer. On ne pouvait pas faire des histoires autour de logique quelque part de ces rituels, donc on les a aussi éliminés. Ça en reste des dimensions qu'on a ensuite effectivement utilisées pour figurer d'une manière vraiment très directe par des diagrammes d'araignées les différences entre les rituels. Ensuite, ce qui est intéressant, là c'est le deuxième moment qui est nettement moins créatif, mais tout de suite effectivement très analytique, on a vu quelles sont les dimensions qui font qu'un rituel a plus de succès, a plus d'empathie chez les gens, a plus d'éléments de type affiliation qui en sort, donc belonging qui en sort. Et ça, c'était le moment où on s'est quelque part le plus surpris nous-mêmes, parce qu'on était tous devenus un peu des fans de nos rituels propres qu'on avait analysés, qui étaient plus ou moins critiques. Mais on aimait bien nos rituels et on les aimait bien traiter, mais du coup, ce regard a complètement transformé la manière dont on parlait, c'est-à-dire on voyait dans un rituel spécifique une caractéristique extrêmement importante pour qu'il aille ces effets de mobilisation. Dans une autre, on voyait un autre aspect très important pour qu'il y ait cet effet non de mobilisation, mais de émotionnalité qui crée cette appartenance. Donc, du coup, tous les rituels avaient quelque chose à nous raconter. Et c'est du coup ce méta-regard qui nous a permis à la fin de dire, OK, qu'est-ce que serait un rituel idéal? Parmi ces 9 qu'on a analysés, il n'y en a aucun. Ils sont tous plus ou moins bien. Mais oui, on avait notre petit plaisir concernant le gala des nouveau-nés à Montréal, dans un quartier de la ville. On le trouvait juste très bien pensé. Mais voilà. Mais ce qui est sorti ensuite, OK, comment faire, et ça c'était le moment où je passe la parole aussi à Bob, comment faire le rituel idéal pour la ville de demain? Qu'est-ce que seraient les dimensions parfaites qu'on devrait suivre? Alors, on est allé un peu dans cette policy discussion et peut-être, Bob, tu peux continuer à ce point. Merci, Sandro. C'est par cette question-là que vous m'avez séduit avec ce projet-là. Comment imaginer ou même inventer des rituels pour faire des villes plus inclusives? Pour moi, c'est devenu une question presque fétiche. Puis je pèse mes mots parce que l'histoire des rituels en anthropologie, en fait, ça fait partie de notre ADN comme anthropologue d'étudier les rituels et puis de comprendre les dynamiques sociales et même historiques à travers ces moments rituels. Et donc, je voulais commencer par le premier moment rituel qui était notre rituel à nous, de chercheurs, quand j'ai eu le très grand plaisir d'être invité à participer à ce projet-là. Et puis, nous trois, on s'est réunis à Genève, je pense, dans une salle de cours. Puis, on a commencé à modéliser le truc. Et wow, c'est au niveau de la méthodologie et puis de la question de recherche, c'est comme si l'intuition que Fiorenza et Sandro avaient par rapport au projet a pris une sorte de vie réelle. Elle est devenue vivante devant nous. Le projet est devenu vivant devant nos yeux. Et depuis ce temps-là, on ne s'est jamais vraiment laissé, même comme Fiorenza a dit, ça a été, il y avait des hauts et des bas. Et puis, oui, on avait nos coups de cœur et puis nos rituels qui nous irritaient. Mais il faut juste dire qu'à Montréal, les rituels sont meilleurs et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais je voulais comme souligner 3 points. Premièrement, c'est l'importance du rituel en anthropologie. Il y a des volumes et des tonnes d'écriture là-dessus. Plus récemment, tous ces écrits sur l'idée d'inventer les rituels.
donc l'invention des rituels. Je pense que notre livre s'insère dans cette nouvelle tradition d'analyse anthropologique. Et donc, dans toute cette littérature, il y a comme une sorte de questionnement fonctionnaliste de savoir à quoi ça sert, les rituels, et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et moi, j'ai toujours, quand les gens me posent la question, j'ai toujours retenu une seule réponse assez facile, c'est de dire que les rituels, ben, ça sert à renforcer les liens du groupe. Et donc, c'est une forme de cohésion, c'est une action qui permet d'avoir une cohésion sociale à l'interne. Mais évidemment, tout acte d'inclusion implique un acte d'exclusion. Et donc, les rituels sont à la fois positifs et constructifs, mais ils sont à la fois dangereux. Et alors, c'est pour ça qu'on s'est permis de s'amuser avec la structure des rituels et d'imaginer un rituel qui serait meilleur qu'un autre. Une question qui n'est pas très anthropologique, OK? Mais j'adore cette question-là et je le retiens pour l'avenir. Le deuxième élément, c'est ce constat assez banal de dire qu'une ville n'est pas une nation. Et je pense que Fiorenza l'a bien expliqué au début, on ne s'intéresse pas à cette appartenance État-nation, c'est-à-dire on a le droit d'être sur un territoire parce qu'on appartient à la nation. C'est ça, c'est ça un peu la longue durée de l'existence politique dans les pays occidentaux. Mais en mettant l'accent sur un territoire et sur la capacité aux gens d'appartenir à un endroit ou un lieu, ben, on se défait de cet effet identitaire à l'échelle nationale ou ça, même ethnique. Et donc, par définition, une ville n'est pas une nation, une ville n'est pas un pays. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut appartenir à une ville à partir du moment où on met les pieds dans cette ville-là. Le troisième élément, c'est un peu plus proche de mes recherches actuelles et c'est autour de cette question de comprendre qu'est-ce que c'est une ville, pas juste une ville comme espace ou territoire, mais comme système de gouvernance. Et donc, au début je pense dans l'introduction, on a parlé un peu de l'idée que les villes soient perçues potentiellement comme des machines d'inclusion. Et cette expression m'a tellement résonné dans la tête là, que je trouve qu'il faut la retenir. On pourrait quasiment proposer une autre série de textes et d'articles là-dessus. Cette machine municipale d'administration locale, de gouvernance de proximité, comme ils disent au Québec, qui essaye de rendre l'espace plus inclusif, plus agréable, plus sécuritaire. Qu'est-ce que les villes font pour arriver à ça? Certaines villes font mieux que d'autres. La ville est une manifestation d'un gouvernement, même si ça ne soit pas toujours le gouvernement lui-même. Et ce qu'on voit, c'est que les villes sont souvent en tension ou en conflit avec les gouvernements. Donc, qu'est-ce que les villes font autrement, mieux que les gouvernements? Notre livre donne quelques exemples vraiment percutants. Et donc, moi j'aimerais ça attirer votre attention aussi sur la dernière partie du livre où on parle on a fait des entrevues avec des élus municipaux, avec 2 mairesses et une élue. Et on a fait aussi des recommandations. Ça, c'était une partie super intéressante, essayer de donner des suggestions. Si une ville voudrait créer un rituel inclusif, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, moi, je trouve ça fascinant. Je n'aurais jamais imaginé faire partie d'un projet de ce genre-là quand j'ai commencé mes recherches en anthropologie. Donc, je voulais remercier mes collègues de cette occasion et aussi les amis au CELAT de nous avoir aidés à organiser cette activité. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Fiorenza, Sandro et Bob. Donc, on va poursuivre l'événement. Je suis certaine que vous avez plein de commentaires et de questions, mais on va vous inviter à les conserver, les garder. Les 30 prochaines minutes, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet en discutant des rituels qui sont présentés, particulièrement dans le chapitre 3 de l'ouvrage.
Je vous rappelle au passage que le livre est disponible en libre accès. Donc, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez-y de ce pas. Vous pouvez avoir une copie papier aussi si vous préférez. Donc, on va passer 10 minutes avec chacun des auteurs et sur chacune des villes. Donc, on va commencer avec Laurence et Sandro pour parler de Genève, selon le plan établi. Je m'excuse au début, Fiorenza. Bonjour, vous m'entendez bien? Alors, je prends la parole. Je ne suis pas à Genève. J'ai quitté Genève en 2006 et je suis à Québec pour les études du doctorat à la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et je suis juriste. Mais je voulais d'abord remercier le professeur Katatin de m'avoir donné cette occasion de me replonger dans la ville de Genève et dans la vie festive de cette ville. Donc, comme je disais, j'ai habité de 1994 à 2006, 12 années passées d'abord comme étudiante, puis dans la vie active de la Genève internationale, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire le monde des organisations non gouvernementales et les Nations Unies. Et du coup, c'est assez naturellement que parmi les 3 rituels, donc la saga des géants, la fête de l'escalade et les fêtes de Genève, j'ai choisi plus particulièrement la fête de l'escalade, puisqu'en 12 ans de présence à Genève, je n'en ai manqué aucune. Et je pense que aussi la temporalité, le fait que cette fête est en décembre, autour du 10 décembre, et donc à un moment où les Genevois et les étrangers sont à Genève, et y était pour beaucoup, on reviendra sur cette question du temps. Et puis, c'est vraiment, donc vous mettez des mots sur des intuitions, sur des ressentis que je pouvais avoir à l'époque, et donc votre ouvrage éclaire ma réflexion sur qu'est-ce que c'était d'être étranger à Genève dans ces années-là et de vivre la fête de l'escalade. Donc, je tiens à préciser que je suis française, mais pas de la France voisine, et que j'ai toujours vécu au centre-ville de Genève. Et donc, à l'époque, fréquenter la fête de l'escalade, je sentais bien que c'était une fête contre les Savoyards, mais n'étant pas savoyarde, je ne me sentais pas visée particulièrement. Par contre, il y avait une forte impression de fête patriotique, et d'ailleurs la mairesse que vous interrogez parle de fête patriotique à forte connotation historique, mais aussi d'une fête totale. Alors une fête totale parce qu'elle se déployait dans l'ensemble de la ville et que quelque part cette combinaison d'une fête historique, mais aussi sportive, scolaire, ayant lieu dans tous les quartiers, même si concentrée au centre-ville, avec de très nombreux niveaux de participation, faisait qu'en tant qu'étranger, donc d'abord comme étudiant, on s'y donnait rendez-vous, puis après comme parents, on allait voir à la course de l'escalade nos enfants, voisins, neveux, etc. Donc cette impression de fête totale à laquelle finalement on ne pourrait pas échapper. Même ceux qui ne voulaient pas aller à la fête de l'escalade s'y donnaient rendez-vous pour prévoir autre chose. Mais cette idée d'un rendez-vous vraiment presque obligatoire, enfin presque quelque chose auquel on ne pourrait pas faire sous peine de ne pas pouvoir en parler après. Donc l'appartenance est ici très forte. Alors, les impressions personnelles combinées à la lecture de la préface de David Le Breton, de votre chapitre, des recommandations et de l'entretien avec la mairesse ont soulevé les 3 interrogations suivantes. Donc, premièrement, cette question de la cyclicité, l'immuabilité, la prévisibilité. C'est une fête donc, qui commémore un événement qui s'est produit en 1602, qui a vraiment ce caractère, enfin, on n'imaginerait pas une seconde qu'elle puisse disparaître, ce qui pourrait être le cas de nouveaux rituels pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Donc, la question, ça serait, est-ce que c'est pour vous un facteur décisif de motif d'inclusion, de promotion de cette inclusion, que la fête soit immuable? Deuxième question, c'est la question de la dimension et des acteurs. Dans le cadre des travaux de la chaire, et avec le CELAT, d'ailleurs, nous avons organisé au printemps passé une rencontre sur le rôle des villes dans l'inclusion des personnes migrantes, la protection de la diversité culturelle et des droits culturels. Nous avions invité par exemple la ville de Barcelone qui déploie, comme en parlait juste maintenant M. White,
vraiment une politique de droit à la ville et de déploiement de la diversité culturelle dans la ville. Or, à la lecture de l'ouvrage, on a plutôt l'impression que ce volontarisme institutionnel en matière d'inclusion serait presque une erreur, enfin, n'aurait pas l'impact escompté. Et donc, en pensant au rituel de demain, est-ce que le rôle, au fond, de l'institution ne serait pas uniquement de donner un espace pour permettre aux acteurs de créer leur rituel, s'approprier la fête, la décliner selon leurs besoins, tout ça, mais vraiment cette question de l'institution versus le spontané. Et puis la troisième question, c'est la question du récit et du contre-récit. Ça m'a beaucoup intéressée. Vous parliez, donc, c'est une fête, donc l'escalade, qui commémore donc le fait que les Genevois aient réussi à repousser une invasion. Donc, c'est une fête anti-invasion étrangère, on va dire. Et vous parlez de la transformation du récit pour la rendre inclusive, ce qui était un peu une gageure parce que c'est quand même pas évident en partant de là. Et donc, moi, j'étais pas là, plus à Genève au moment où ces contre-récits sont apparus. Et donc, l'idée que ça soit une fête beaucoup plus inclusive, même de modifier l'hymne de l'escalade, qui est le Sekeleno, en rendant les paroles moins violentes contre les étrangers. Donc, je me demandais d'où venait cette initiative, puisque la mairesse semble dire qu'il ne touche pas du tout à l'escalade. Est-ce que c'est un contre-récit qui est venu de la société civile ou est-ce que l'institution a eu un rôle là-dedans? Voilà, c'était ces trois questions. Et donc, je vous remercie de nouveau. C'était avec grand plaisir que je me suis penchée sur les rituels de la ville. Les questions sont posées à moi. Je trouve ça bien qu'on fasse cette distinction des trois auteurs, mais c'est pas si clair qui a fait les études de cas, en fait. Moi, j'ai fait une étude de cas qui n'est pas dans le livre parce qu'on l'a sortie. Je voulais travailler sur un derby de foot. Et puis on dit non. Mais voilà, j'ai réussi dans un autre projet d'y travailler dessus. La saga des géants, c'est surtout Fiorenza qui a fait les observations. Donc c'est voilà, et j'ai beaucoup investi dans les rituels de Montréal parce que ça m'a intrigué. Donc, on est un peu partout, nous tous. Hein, donc, c'est juste pour vous dire, si vous voulez ajouter quelque chose à ce que je vais répondre, qui sont des questions beaucoup plus évidemment conceptuelles, allez-y tranquillement. Donc, ce qui me semble très important sur la première question, l'importance de fixer un rituel, ce qui me semble très important, et plus qu'on le fixe, plus on le tue. En fait, c'est ça qui est la grande problématique de toute cette recherche de mettre ces rituels vivants dans une charte de l'UNESCO et de certaine manière les muséaliser. Je pense que c'est la mort des rituels si on les muséalise, et c'est la force des rituels de continuellement changer un peu. Et changer au point que tu peux dire, si je compare l'escalade de 1952 avec l'escalade de 2022, bien, il n'y a plus rien qui est vraiment la même chose. Les lieux ont changé, les personnes évidemment aussi, le récit, voilà, plus ou moins. Donc, il y a beaucoup de changements dans le temps. Et la force des rituels, et c'est ça quelque chose qui est un résultat de notre recherche, est d'être capable de changer. Et de changer en s'adaptant à ce qui est un changement de société, dans les mœurs évidemment, dans les manières d'être, dans la diversité qui la représente, dans les mots qu'on dise. Évidemment, aujourd'hui, faire un discours qui parlerait que aux hommes est un problème. Donc, il faut inclure quelque part la société dans ses diversités aussi d'orientation sexuelle et de genre. Donc, tout ce type de choses reflète continuellement. Et le rituel survit quand il est capable de faire par des petits clins d'œil des ouvertures à toutes ces différences. Qu'après, avec la multiplication des clins d'œil sur le temps, a comme conséquence que les rituels différents n'appartiennent plus à ce qui était l'ancien rituel. Et ça signifie aussi qu'on a l'immuabilité, le récit. Quand il est ouvert, c'est un récit beaucoup plus fort, et c'est pour ça qu'on aimait beaucoup des exemples de Montréal, on va y venir, fait que c'est beaucoup plus simple de dire, OK, tu es aussi, même si tu es frontalier, partie de cette affaire qui est la fête de l'escalade. Alors, cette question des frontaliers, juste, et de la
du patriotisme, quelque part, je trouve très intéressant, évidemment aussi, parce que quand on parle de patriotisme urbain, on n'est pas dans une logique nationaliste. Je pense que Bob l'a très bien mis en évidence. C'est vraiment, il faut pousser le patriotisme urbain, parce que c'est un patriotisme qui peut coexister si tu es fier qu'il y a différence, que tu es fier qu'il y a toute cette confusion dans la ville. Donc, tu développes un type de patriotisme d'ouverture, sinon tu n'es pas urbain. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant et donc, du coup, aussi capable d'inclure ceux qui sont dans le récit, les méchants qui vivent de l'autre côté de la frontière, mais qui font partie de la Genève d'1 million d'habitants. Alors, ce qui est intéressant, que ces discours alternatifs, et je viens déjà sur la 3e question, se développent en fait aussi un peu comme ces clins d'œil, de 1000 manières. Ce n'est pas les institutions, ils font attention aujourd'hui au vocabulaire, les lettres à la population quand ils présentent la fête, de comment parler, mais il y a beaucoup d'acteurs qui, ensemble, essayent de faire des choses. Or, c'était les écoles qui ont commencé avec une autre chanson. Et ça n'a pas marché du tout parce que les enfants arrivent à la maison et disent « Mais non, qu'est-ce que tu chantes live ?» Ils font l'ancien. Mais ça laisse des traces chez beaucoup de ces jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés à Genève et qui ne connaissent pas la chanson. Et du coup, ils ne comprennent non plus le sens. Les mots, c'est du vieux français en plus en partie, donc on n'arrive même pas à savoir de quoi ça chante. Donc, il y a là des éléments qui sont importants. Puis, il y a toute une partie d'acteurs, je pense à André Klopman, qui écrit un texte après l'autre. Chaque année, il y a un nouveau aspect qui sort, qui montre en fait que ce n'est pas très si clair, cette histoire des Savoyards, que parmi les morts qu'il y a eu, je pense que c'était 8 morts durant cette escalade, 5 étaient des Savoyards. Donc, on avait déjà les Français qui travaillaient pour les Genevois dans cette période en défendant Genève. Donc, il y a des histoires qui sont beaucoup plus complexes et en mettant ce type d'éléments en avant, ils arrivent à faire, l'écran qui fait des choses bizarres, ok, et on arrive à faire aussi là une réactualisation de toutes ces histoires, en fait. C'est ça un peu le jeu qu'on voit dans ces contre-récits. Il faut en fait, plus il en a, plus ils font que le récit principal devient un récit flou, pas si clair, et du coup beaucoup plus inclusif pour les différences. Merci beaucoup, Laurence et Sandro. Je passerai maintenant la parole à Anaël et Fiorenza. Anaël, à toi. Merci. Bonjour à tous et à tous. Pour ma part, je vais vous présenter 2 rituels qui prennent place dans la ville de Turin et qui ont donc été analysés par Fiorenza Gamba. Il s'agit de la baignade dans les fontaines de la place Castello et de la fête de la Saint-Jean. Et pour commencer, je voudrais revenir sur 3 éléments qui caractérisent la ville de Turin pour bien comprendre l'ampleur de ces rituels. Historiquement, Turin est un des cœurs industriels de l'Italie qui a fait de la ville une destination de nombreuses migrations de travail internes dans les années 50-70. Et donc, la ville connaît des développements urbains assez polarisés entre des quartiers bourgeois et des quartiers ouvriers. Et elle subit de plein fouet la désindustrialisation. Et à partir des années 80, les migrations reprennent, mais ce sont des migrations externes et donc beaucoup plus diversifiées aussi, de ressortissants qui viennent de Roumanie, du Maroc, de Chine, pour ne citer que ces quelques exemples. Et donc, c'est ce qu'explique l'auteur, un contexte qui fait émerger 3 clivages. Le premier, c'est que l'économie turinoise doit se réinventer et les institutions de la ville vont le faire autour de la promotion de la culture, de l'art et des nouvelles technologies, et notamment du numérique, et communique beaucoup autour du concept de Smart City, la ville intelligente. Mais ce type de politique va créer des développements à différentes vitesses et donc des dynamiques d'exclusion aussi dans la ville de certaines populations dans un contexte de crise de l'emploi. Et donc, sans surprise, ce type de contexte amène aussi des dynamiques de rejet, voire de xénophobie de certains habitants plus anciens vis-à-vis de nouveaux venus en ville. Et enfin, le développement de la culture et du tourisme dans la ville amène dans son sillage un embourgeoisement spécifique de certains quartiers des centres-villes qui passe notamment par ce qu'on appelle l'airbnbisation et du coup qui complexifie un accès au logement et donc un accès à la ville. Voilà, donc c'était vraiment un très grand trait, mais c'est pour que vous compreniez le contexte de Turin et le contexte d'émergence et ou de déroulement des rituels qui sont analysés. Et ces 2 rituels sont vraiment très différents l'un de l'autre.
Le premier, c'est ce qui est la baignade dans les fontaines du centre-ville de Turin, qui apparaît il y a une dizaine d'années et qui concerne des lycéens. Le dernier jour de classe, où ils se donnent rendez-vous sur une place où il y a des jets d'eau qui sortent du sol pour s'y baigner, et c'est dans le cœur historique de la ville. Et ce sont des jeux qui passent par une organisation informelle et non structurée, dont on ne connaît pas l'origine, donc en rapport avec cette historisation absente peut-être de ce rituel. Et on sait juste que les réseaux sociaux soutiennent l'organisation et permettent aux élèves, je cite, de s'y donner rendez-vous par un bouche à oreille numérique. Ce rituel n'a pas de reconnaissance institutionnelle, mais il est relayé dans les médias locaux nationaux et il fait l'objet d'une reconnaissance informelle de la part des autorités qui ferment les yeux en fait sur la transgression qu'il représente, voire le tolère, le facilite, et il est devenu au cours des 10 années une sorte de tradition des élèves. Il est décrit comme inclusif. Apparemment, tous les élèves peuvent s'y présenter, migrants ou non. Et ils peuvent aussi, et qu'ils soient pauvres ou riches d'ailleurs, et c'est aussi un rite de passage entre le temps du travail et celui de repos pour les lycéens et aussi pour ceux qui quittent le lycée. Il marque un rituel de passage vers l'âge adulte, pour ainsi dire. Et le second rituel, qui est vraiment très contrasté, c'est le rituel de la fête de la Saint-Jean. C'est un rituel sacro-profane qui mélange des héritages païens et chrétiens et remonte au XIVe siècle pour la ville. Bref, je n'ai pas le temps de m'attarder, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à la différence des baignades, il a toujours été institutionnalisé et donc pris en charge par les autorités publiques de la ville. C'est une célébration où toutes les activités, par les autorités publiques de la ville, tout c'est ça. Et donc l'évolution de la ville d'un monde rural à une intensification urbaine liée à l'industrialisation, puis aujourd'hui au numérique et à la culture, impacte le rituel et questionne son appropriation par les participants. Et donc c'est sur cette évolution récente que je souhaite m'attarder pour terminer. Elle est marquée en 2018 par 2 changements majeurs de cette fête, du clou de la fête qui était le feu d'artifice, initialement tiré depuis les rives du fleuve et visible depuis de nombreuses localisations en ville. Ces feux ont été remplacés par un spectacle son et lumière de drones, par souci de sécurité et d'écologie notamment. Et la localisation a changé, passant des bords du fleuve à une petite place en centre-ville, ce qui a de nombreuses conséquences, nous explique l'auteur. Ils rendent exclusif l'accès à une fête qui était initialement inclusive. La place est plus petite et ça en limite l'accès. Et seuls certains privilégiés y ont accès. De plus, le spectacle des drones se voit pas de loin et il ne peut se voir que sous certains angles, donc ça en limite également l'accès. Et donc, ces changements qui limitent l'appropriation du rituel nourrissent des contre-initiatives organisées en opposition à la fête officielle. Ces contre-initiatives sont clandestines, marquées par l'appropriation d'espaces physiques alternatifs et aussi le lancement de feux d'artifice clandestins. Un peu au nez à la barbe des autorités, pour ainsi dire. Donc voilà, ce sont 2 rituels qui sont très différents que je tenais à vous présenter pour que vous voyez la diversité de ce que contient le livre, tant dans leur forme que dans leur ampleur. Et le second exemple montre de façon très prégnante une mise en tension entre le contrôle de l'espace d'une part et son appropriation de l'autre. Voilà. Je les présente de façon très succincte et je vous renvoie au chapitre passionnant de Fiorenza Gamba et ses co-auteurs pour avoir plus de détails sur la subtilité de ce qui se joue en termes d'appropriation, d'appartenance à la ville et de ce qui se négocie. Malgré leurs différences, par contre, ces 2 rituels suscitent chez moi des questionnements qui sont transversaux et que j'aimerais vous soumettre. Voilà, j'espère que j'ai respecté le temps. C'est notamment le rôle de la transgression dans la mise en œuvre ou dans l'invention des rituels. Alors, c'est un vaste thème, j'imagine, mais plus concrètement, dans un climat de gentrification et de sécurisation des espaces publics, je me demande, est-ce que ces rituels ne peuvent pas devenir autant des sujets de mobilisation? Par exemple, on veut que le rituel soit à tel endroit, etc., on milite pour ça, que des objets ou des moyens de faire passer un message politique. On veut que le rituel soit à tel endroit contre la gentrification, par exemple. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une espèce d'intrication politique avec la vie politique de la ville et comment les différents acteurs se placent dans ce jeu politique, s'il y en a, autour des enjeux de ces rituels. Et la seconde question, qui serait plutôt d'ordre méthodologique, c'est comment on mesure l'appartenance ou l'inclusion, ou en tout cas la non-exclusion dans ce type de rituel. Par exemple, je pense à la baignade. Comment être sûr qu'il n'y ait pas un
coûts d'entrée symboliques et implicites ou des disparités d'accès ou des hiérarchies sociales propres à la ville. Je pense par exemple à un conflit entre deux lycées qui pourrait se reproduire dans le rituel, dans son déroulement, je ne sais pas, ou enfin bon, toutes ces problématiques-là. Et excusez-moi, je me suis perdue. Et je lis le commentaire de Monsieur White qui rebondit, excusez-moi. La dernière question, c'est la place. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est aussi la place des absents, ceux qui ne peuvent pas être présents dans ces rituels. Est-ce que vous arrivez à la mesurer, la saisir voilà. Et je m'excuse un instant, j'ai fermé une porte, il faut que j'aille l'ouvrir, mais je vous écoute. J'arrive. Bien, merci. C'est une présentation très riche de deux rituels et des questions très intéressantes. Donc, je commence par la première, les rôles de la transgression. Ça me donne l'occasion de parler de l'évolution de la fête de la Saint-Jean, parce que quand on a conclu le travail de livre, on était, je ne sais pas, 2019, 2020, et pas mal de choses se sont passées. Donc, il y a eu le Covid et après, presque, on est revenu à la normalité. Donc, pendant le Covid, l'administration a été obligée à trouver des formes alternatives pour fêter également la Saint-Jean, que c'est les saints de la ville, donc c'est un peu difficile d'éliminer, d'annuler la fête totalement. Et donc, les discours des drones et des modalités en ligne pour fêter quand même ont été beaucoup utilisés, même si c'était déjà quelque chose qui existait avant pour des questions écologistes. On doit dire que la mère de l'époque était profondément persuadée que c'était mal d'avoir les feux d'artifice et donc c'était bien de les éliminer. Il y avait aussi un discours que c'était pas vraiment écologiste, que c'était utiliser les digitales, les numériques, c'est quelque chose que, comment dire, c'est une vitrine très intéressante pour quelqu'un. Donc, comme d'habitude, il y a plusieurs motivations dans ce qu'on fait. Donc, cette comment dire, numérisation de la fête a encore extrémisé le peu plaisir que les gens ont eu de participer à travers les drones qui ont beaucoup limité la participation. Et là, vraiment, il s'agit de l'exclusion. J'ai des intéressants entretiens des gens qui m'ont dit, mais avant, c'était tout le monde participe, c'est envie de participer, mais on peut voir de n'importe quelle position dans la ville, dans la colline, tout au long du fleuve ou dans la grande place, ce qui se passe, et c'est vraiment quelque chose on se sent bien, on peut faire d'autres choses ensemble, donc c'est l'occasion pour faire d'autres choses, être ensemble, et là, on peut rien faire. L'année dernière, c'était encore, comment dire, limité par le Covid, de manière pas totale, mais la participation, c'était vraiment absente. Moi, j'ai participé à la comment dire, la procession sur les fleuves qu'ils font chaque année, mais il n'y avait pas de gens qui regardaient dans la rive du fleuve, donc c'était quelque chose vraiment d'inquiétant, mais très contesté par la population, et c'est quelque chose qui a été exploité par les candidats à maire de la ville. Il y a eu les élections. Alors, parmi les programmes très intéressants, je ne veux pas rentrer sur la qualité du programme du maire de Turin actuellement, parce que je ne la connais même pas trop bien, mais un des points était « je veux remettre les feux d'artifice ». Il a gagné. Je ne sais pas si c'est pour ça, peut-être pas, mais il a gagné. Et les feux d'artifice sont revenus cette année. Ça a été un grand succès parce que c'est pas seulement la sortie du Covid, que c'est déjà pas mal, mais c'était vraiment revenir à quelque chose qui met les gens ensemble. Et j'ai vu des vidéos sur YouTube, on les retrouve pas mal. Vraiment, c'est en récent,
cette respiration collective des gens qui est là, enfin, nous sommes contents d'être là. Donc, oui, il y a eu, comment dire, une partie émotionnelle faite, mais aussi une partie politique, entre guillemets, si vous voulez, mais intéressante de ce point de vue. Donc là, c'était quelque chose qui alliait encore plus la ville à sa vie, à son histoire, à ses décisions politiques. Et ça, on peut le lier à l'autre question par rapport à l'inclusion et l'exclusion. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont absents et pourquoi? Bien sûr, comme on l'a déjà dit, les rituels sont un élément d'inclusion et d'exclusion. Il y a des cas plus inclusifs. Par exemple, la baignade est adressée à un petit groupe et dans ces groupes, pas tout le monde participe, même si depuis les débuts, la place n'est plus suffisante et alors il y a d'autres fontaines dans d'autres places qui sont utilisées. Donc là, les rituels se transforment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que ça a été inventé, on ne sait pas par qui, mais quand vous allez lire les articles dans les journaux, comme tradition, à la fin de l'école, les élèves, les étudiants ont fêté. Mais ce n'est pas une tradition, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, même si c'est un petit groupe, c'est quelque chose qui est adressé à tout le monde. Comment on peut faire la mesuration? Mais là, vraiment, peut-être que ma réponse est décevante pour vous, mais ce n'était pas le but de mesurer l'appartenance d'un point de vue quantitatif. C'était plutôt de voir quel genre d'appartenance ces rituels allaient stimuler, allaient développer. Et donc là, par rapport à ce qu'on a vu, les élèves qui étaient dans la place, c'était élèves de toutes sortes. Il y avait des élèves de deuxième génération d'immigration, de n'importe quel genre, des migrations internes, externes. Donc, c'était quelque chose de très ressenti. Bien sûr, il y a des dynamiques, quelqu'un qui ne veut pas participer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sympathiques ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas des règles de participation. C'était vraiment quelque chose de très spontané. Et là, les pages Facebook, c'était un véhicule incroyable pour s'accorder, mais aussi pour échanger, pour communiquer entre élèves. Par rapport à la Saint-Jean, c'est toute autre chose parce que c'est une fête traditionnelle qui suit pas un récit historique, mais un récit, religieux païen et de la nature aussi, de la cyclicité de la nature, parce que c'est le 21 juin, donc ça veut dire quelque chose. Mais c'est beaucoup aimé dans la ville. Tout le monde participe, même si ça ne rend pas physiquement dans les lieux du feu d'artifice, parce qu'on peut les entendre, les voir, même si on est d'autres côtés dans la ville. Je laisse de côté les débats écologistes qui concernent la pollution et aussi les animaux, même si par rapport à ces deux aspects, il y a des attentions qui peuvent être mises en place. Maintenant, il y a des feux d'artifice moins, bruyants, moins polluants. Il faut seulement choisir de les utiliser. Mais là, c'est autre chose. Et j'ai plein de récits des gens qui sont de n'importe quelle origine, mais là, c'est un peu comme l'escalade. On arrive et on participe. Et là, c'est le moment de la fête de la ville, pourquoi pas. Et en plus, l'offre, c'est immense parce qu'il y a, oui, les feux d'artifice, mais il y a aussi les phares, les feux qu'on brûle dans les centres-villes. Et là, ce sont on comprend si c'est une bonne année pour la ville ou pas. Il y a des défilés, des choses pour les enfants. On apprend à aller en canoë dans le fleuve. Donc, c'est quelque chose de
tellement varié que le seul élément d'exclusion, c'est vraiment la question de sûreté. Comme il y a eu un accident très grave dans la ville de Turin, pas lié à la fête, mais à un autre événement, effectivement, les lois sont changées et c'est une attention qu'on est obligé à porter par rapport à être sûr que cela n'arrive plus. Donc, il y a des exclusions, mais ce sont des exclusions qui concernent les nombres et seulement dans la place quand on est là pour voir les feux d'artifice, que par contre, on peut les voir dans d'autres positions. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à répondre à tous les... C'était très bien, merci. Merci beaucoup, Fiorenza et Anaël. On va passer à Adèle et Bob. Merci beaucoup. Et un grand merci aux trois co-auteurs pour ce bel ouvrage. Donc, moi, j'ai choisi un rituel sur les 3 rituels proposés de la ville de Montréal, qui est bien décrite dans l'ouvrage comme une métropole de la diversité, surtout dans le contexte qu'on compare avec le reste du Québec. Nous, dans la ville de Québec, c'est clair qu'on est beaucoup moins divers, par exemple, mais aussi une métropole fracturée. Et là, ça reprend des éléments dont Anaël parlait sur la gentrification, l'hétérogénéité du territoire. Et le rituel qui m'a particulièrement intéressée, c'est le gala des nouveau-nés du quartier Saint-Michel, aussi parce que, justement, moi, j'ai un fils qui est né à Montréal. J'habitais à Montréal de 2014 à 2016, mais dans un autre quartier. Et donc, on n'a pas participé à ce rituel puisque c'était dans un autre quartier, mais j'étais aussi une immigrante et mon conjoint est canadien, mais ne vient pas de Montréal non plus. Donc, c'était vraiment intéressant de mettre ça en perspective de ce point de vue-là. Et bien sûr, en lien avec les travaux que nous, on fait dans la ville de Québec aussi sur l'immigration sur le territoire de la ville. Et vous allez voir que mes questions sont liées aux 2 choses. Bon. Donc, le rituel du gala des nouveau-nés, c'est un rituel d'accueil en fait, des nouveaux enfants qui sont nés sur le territoire du quartier Saint-Michel depuis 1999, qui a lieu 1 fois par an. Donc, il y a une cyclicité importante. C'est comme un rituel de citoyenneté locale où des associations locales de périnatalité qui sont soutenues par des acteurs municipaux locaux, en fait, font en sorte d'organiser une célébration pour accueillir donc, les nouveau-nés du quartier. Ce quartier, c'est un quartier parmi les plus défavorisés de la ville de Montréal et en fait même du Canada en entier. C'est un quartier jeune et c'est un quartier très divers. Et il y a à peu près 40 à 50 nouveau-nés et leurs familles qui participent tous les ans. Et le comité organisationnel inclut donc du communautaire et puis aussi au moins une femme enceinte du quartier qui participe au rituel et aussi des personnes qui sont déjà passées par le rituel, donc des mères, pour organiser cette cérémonie. Et lors de la cérémonie, il y a une discussion des traditions autour de la natalité des pays d'origine des parents et ils se voient remettre, entre autres, donc c'est très festif, et puis ils se voient remettre comme un certificat de citoyen du quartier Saint-Michel. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est décrit, en fait, par rapport à votre typologie des cas, que je trouve très intéressante, comme un rituel donc institutionnel, mais bottom-up, qui vient vraiment des demandes de la communauté et où les acteurs locaux s'impliquent, ils viennent, ils rencontrent les parents à la fête. Ça permet aussi de donner des informations sur plein de services qu'il y a dans le quartier, d'informer la population locale. Il y a plusieurs langues qui sont représentées, par exemple, c'est important, le plurilinguisme. Mais en même temps, c'est aussi décrit comme un nouveau rituel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existait pas et c'est venu comme ça. Et c'est aussi décrit comme un récit ouvert, c'est-à-dire bien qu'il se fasse à l'échelle du quartier, très inclusif, puisqu'on essaye d'impliquer toutes les familles du quartier. Alors, comme dit, j'étais un peu jalouse. Je me suis dit, j'aurais bien eu ça, moi, quand j'étais dans mon quartier à Montréal. Bon, en tout cas, comme nouvelle arrivante, et puis comme jeune maman aussi, parce que j'ai été aussi à travers certains rituels de périnatalité, genre tous les trucs que vous faites, là, les séances où on vous explique. Mais par contre, un truc festif et inclusif, je n'ai pas eu, moi. Bon, bref, en tout cas. En plus, mon fils est né en plein hiver, alors c'était plus difficile. Mais bon, bref, parce qu'il faisait très froid pour sortir. Tout ça pour dire que, donc merci, et là, j'ai les quelques questions que j'ai. La première question, c'est vraiment sur la transmission intergénérationnelle des rituels. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup là, avec les enfants, c'est qu'on ne leur donne pas le choix. Je veux dire, les nouveau-nés, déjà entre 0 et 1 an, c'est leur famille qui y vont au rituel. Ce n'est pas eux qui choisissent d'y aller, bien sûr. Pourquoi c'est important ? La ritualité est importante parce que la seule chose dont les enfants vont se souvenir qu'ils participent au rituel, c'est si jamais ils participent à des éditions futures du rituel. Sinon, ils n'en auront aucun souvenir. Donc, c'est très important d'assurer que peut-être dans les générations futures, ça va exister. Ça, c'est juste pour leur participation. Pour le récit, c'est super important que leurs parents leur parlent ou leurs frères et sœurs leur parlent du récit parce qu'eux n'ont aucune mémoire du rituel puisqu'ils sont âgés de maximum 1 an quand ils participent.
Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, le fait qu'on fait participer les enfants au rituel, même quand, en fait, ils n'ont aucun choix. Et de ce point de vue-là, ça m'a quand même fait penser au baptême religieux, puisque la plupart des enfants qui se font baptiser quand ils sont petits et qu'ils n'ont pas le choix non plus, en tout cas dans les rituels chrétiens. Et donc oui, c'est une nouvelle tradition. Mais pourquoi c'est important de penser aux rituels religieux? Là, j'y pense aussi parce que la semaine dernière, j'étais à un rituel de Noël orthodoxe pour les réfugiés, auquel les réfugiés ukrainiens ont participé. Puis je me suis dit, mais regardez les moyens qui sont déployés pour inclure aussi les personnes dans un narratif. Et là, c'est un narratif religieux connu pour eux, mais n'empêche que ça demande quand même des gros moyens d'organiser ce genre de rituel. Et c'est un passage, c'était important pour les enfants qui n'avaient pas le choix d'être là, mais ils ont connu d'autres enfants qui ne connaissaient pas. Là, c'était un rituel de Noël, il y avait Père Noël et tout. C'est pareil à Saint-Michel, il y a ce côté transmission intergénérationnelle dans un nouveau rituel que je trouvais très intéressant, mais qui fait clairement des connexions avec des rituels, des pratiques existantes, même si ce n'est pas explicite. Mon deuxième question et commentaire, c'est sur le lien entre... en fait, c'était deux questions. Donc, il y avait le rapport entre intergénérationnel et le lien avec les anciens rituels. Et mon dernier point que je voulais soulever, là, c'était vraiment plus, et ça rejoint un peu des considérations méthodologiques dans votre ouvrage, c'est le lien entre quartier et ville. Parce que là, on parle vraiment du quartier Saint-Michel. Et pour moi, ça m'a fait, je me suis dit, bon, alors, donc, ils ont un passeport, enfin, en tout cas, comme un faux passeport du quartier Saint-Michel, c'est super. Ici, au Québec, vous pouvez acheter un passeport québécois à la librairie, par exemple, là. Puis vous avez votre citoyenneté canadienne. Je me suis dit, c'est comme le millefeuille des identités, dans le sens que ce n'est pas exclusif, puis vous pouvez les mélanger ensemble, et c'est chouette, c'est les affaires de la pâtisserie, c'est très inclusif. Mais en fait, en termes d'inclusivité, c'est limité au territoire, je suppose. C'est-à-dire que si vous sortez du quartier Saint-Michel, je me suis demandé, bon, alors mettons qu'il y a un frère ou une sœur d'une fratrie qui est né là, puis ensuite l'autre, il est né à Outremont, c'est loin. Est-ce qu'ils vont retourner pour fêter? Enfin, donc, est-ce que la ville de Montréal, au niveau municipal, pourrait reproduire le rituel ailleurs? Est-ce que d'autres associations, d'autres quartiers pourraient faire circuler les bonnes pratiques? Et ça m'amène à mon dernier point quand même, qui résonne avec l'hypothèse de Sandro, que Sandro a mentionné au début, c'est-à-dire, est-ce que les politiques d'intégration ne servent à rien? Parce que là, dans ce cas, si on voulait que ça devienne un rituel à l'échelle de la ville, par exemple, peut-être que les acteurs qui sont très bienveillants dans le cas de Saint-Michel pourraient jouer un rôle pour faire en sorte que ce rituel devienne un rituel qui puisse avoir lieu dans les autres quartiers de la ville de Montréal, par exemple, ou même dans d'autres villes, parce que comme dit, c'est vraiment une super initiative. Donc, moi, je reviens quand même aussi en tant que personne qui refait des recherches sur le rôle des politiques d'intégration. D'un côté, peut-être qu'elles ne servent à rien, mais peut-être que la bienveillance des acteurs, et ça c'est quelque chose dont Laurence parlait aussi, joue quand même un rôle de ce point de vue-là. Et je m'arrêterai ici. Merci beaucoup. Je ne veux pas que tu arrêtes, c'est trop intéressant. Désolée, mon temps de parole est terminé. Daniel, je peux continuer? Je m'excuse. Je t'ai coupé la parole. Non, oui, vas-y, Bob. Premièrement, j'aimerais juste, je vais comme répondre à deux de tes trois questions. La première, ou commenter peut-être tes questions, pas répondre. La première sur la transmission intergénérationnelle, je suis très content que tu as soulevé cette question-là. Parce qu'on sait très bien que les rituels, ce n'est pas pour les enfants, là, c'est pour les parents. Que ça soit baptême ou que ça soit premier match de hockey ou que ça soit... en tout cas, les rituels, là, les enfants ont les rituels dans les sociétés dites traditionnelles, les enfants ont rarement un mot à dire là-dedans. Avec les nouvelles technologies, les enfants, même s'ils n'ont pas de souvenirs techniquement, ils créent des souvenirs à partir des histoires de famille et surtout à partir des photos. Donc, les photos, l'aspect visuel de l'événement, des événements de ce genre-là, c'est super important. Et que tous les enfants de la famille passent par un rituel de ce genre-là. C'est très, très intéressant. Et donc, pour moi, ce rituel a toujours été aussi un coup de cœur dans nos listes de rituels parce qu'il semble combiner comme tous les bons éléments. Il n'est pas top-down, ça émane par le bas. Mais il y a quand même une présence politique. Et je voulais dire un mot là-dessus dans quelques instants. Mais tu as nommé quelque chose qui est super intéressant. Moi aussi, j'aurais voulu que mes enfants faire cette cérémonie-là comme papa immigrant et puis enfant de jeunes Québécois. J'aurais aimé
passé par là. Ma belle famille mettait pression pour qu'on fasse le baptême traditionnel catholique. Et dans un cas, on l'a fait. Dans le deuxième cas, on a dit non, non, c'est fini. Et donc, mais j'aurais sauté sur l'occasion si j'habitais à Saint-Michel, j'aurais sauté sur l'occasion de devenir Michellois à travers cette cérémonie-là. Donc, il nomme, ça me permet de répondre à une autre de tes questions, il nomme cet effet d'échelle. Le quartier est important. Les gens, c'est documenté à Montréal, je pense que les Montréalais la plupart des Montréalais ne savent pas dans quel arrondissement ils vivent. Mais ils connaissent leur quartier. Et donc, et puis il y a comme des petites guéguerres entre les quartiers, mais c'est drôle et puis c'est ludique. Devenir Michellois, c'est comme la création d'une nouvelle identité. Et la composition du quartier change tellement vite qu'être Michellois, ben, ça ne veut pas dire la même chose maintenant que ça voulait dire il y a même 5 ans ou il y a 10 ans. Sur la dernière question que tu as posée, j'allais aussi réagir à ce commentaire très provocateur de Sandro, que les politiques d'intégration ne servent à rien. Peut-être que lui, il voulait dire que les politiques d'intégration telles que conçues sont répressives ou sont contre-productives et qu'il faudrait aller vers des politiques d'inclusion. J'aimerais ça l'entendre en dire quelques mots pour quelqu'un qui a beaucoup étudié la fonction publique, Sandro. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Adèle, c'est qu'il y a des acteurs municipaux qui sont extrêmement critiques, qui veulent que les choses changent, surtout, je dirais, au niveau des fonctionnaires. Et que si on veut ou si on ne veut pas, peu importe, les politiques d'intégration vont être là. Pourquoi? Parce que nos États ont décidé qu'ils ont besoin d'immigration. Et donc, au moins, il y a un effort d'encadrer ces politiques-là et puis de faire mieux et puis de ne pas tomber dans les pièges des arcs-en-ciel du multiculturalisme. Je dirais il y a aussi un peu de recherche qui démontre que indépendants de la forme que ça prend, les villes qui annoncent leur vision par rapport à la diversité comment je peux dire, le simple fait d'annoncer une politique ou une vision ou un cadre de référence sur la diversité et l'inclusion, ça a un impact positif sur la perception des citoyens. Même que ça soit complètement mal foutu et même s'ils ne le mettent jamais en pratique, juste le fait d'en parler positivement, ça a un impact sur le sentiment d'appartenance. Donc, moi, je voulais terminer avec cette question de regarder quel est le rôle du politique dans ces puis tu m'as permis de faire une parfaite transition. D'abord, je voulais m'assurer de mentionner que je voulais nommer 3 personnes très importantes dans le projet du livre. C'est 3 étudiantes au doctorat qui ont relevé le défi d'écrire les études de cas pour Montréal. On n'a pas co-signé les différentes parties du livre parce que c'était ça notre politique comme auteur. On voulait que ça soit comme un livre, pas un ouvrage collectif, mais un livre avec 3 auteurs. Mais il y a d'autres personnes qui ont contribué au contenu et je voulais juste les nommer. Donc, pour l'étude de cas des Tam-Tam à Montréal, c'était Dalila Vasconcelos qui a écrit la première version du texte, qui a été repris par moi et Sandro surtout. Ensuite, il y a Rachel Boivin-Martin, qui est à la maîtrise, en fait, qui a écrit l'étude de cas fascinante sur le projet « Vous faites partie de l'histoire ». Et après, il y a Isabelle Comtois, je ne sais pas si elle est avec nous, qui a écrit et qui avait même participé à l'étude de cas, le Gala des nouveaux-nés. Donc, merci à ces 3 personnes-là qui ont fait un travail super important pour nous. En lisant les études de cas, vous allez sentir que ça a été écrit à plusieurs mains. Donc, juste 2 petits mots sur la question politique. Dans le cas du projet « Vous faites partie de l'histoire », si vous avez le temps de le regarder, les gens qui nous écoutent, je
Je dirais que c'est une approche institutionnelle. C'est l'étude de cas sur laquelle on a eu la plus de discussions vives parce que c'est vraiment un bon exemple de top-down. Et Sandro ne l'aimait pas, et moi, je trouvais ça intéressant. Et bon, on a fait un panel là-dessus. C'était super intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand la ville crée un espace pour les nouveaux arrivants, jeunes, de parler de leur pays d'origine. Est-ce que c'est discriminatoire ou est-ce que c'est inclusif? Wow, super intéressant. Deuxième, et puis donc, c'est un programme de la ville qui existe et qui est bien documenté. Deuxième exemple, c'est celui des tam-tams. Ça, c'est vraiment un cas que j'adore et j'avais même fait de la recherche sur les tam-tams à l'époque, mais j'ignorais des aspects de l'histoire. C'est très important. Au début, c'est un truc qui est super bottom-up, donc des jeunes hippies, bohèmes, fumeurs de chanvre qui allaient jouer le djembé ensemble. Et la ville s'insère dans l'histoire parce qu'il y a des problèmes de sécurité ou d'ordre sécurité publique. Et à travers un processus de conflit entre les jeunes artistes et la police, il y a une table de concertation qui est mise sur pied et il y a comme une sorte de gestion collective de l'affaire. Ça, je trouve super intéressant comme modèle. On le voit rarement. Ça indique qu'au Québec, on est vraiment des champions en concertation. Excusez-moi de l'utilisation du mot champion, mais je n'ai pas pu me retenir. Troisième cas, c'est celui des galas des nouveau-nés. Au début, j'avais pensé que c'était une initiative de la ville, mais en travaillant avec Isabelle, on se rend compte que non, c'est vraiment quelque chose qui émane du quartier, mais qui implique une présence politique. Donc, l'élu qui est responsable de l'arrondissement ou du quartier va venir faire un petit discours. Et pour moi, c'est un autre modèle que je pense que les villes devraient retenir. C'est de se jumeler avec de l'action collective locale dans les milieux de vie et pas d'approprier le truc, mais de venir donner une force de frappe symbolique politique. C'est très, très fort. Ils adorent faire des trucs comme ça, les élus. Et je pense que dans beaucoup de communautés de personnes immigrantes et les familles immigrantes, ça rajoute une sorte de valeur additionnelle, un sentiment un peu plus. Sandro et Fiorenza, on a parlé un peu de l'aspect émotif, la réaction émotive des rituels. Ça rajoute de l'émotif dans la question parce qu'il y a quelqu'un de la ville qui est là et puis il prononce un discours avec sa cravate. Bon. Je vais arrêter là. Merci Adèle pour tes commentaires, c'était vraiment intéressant. Merci Bob, merci Adèle. On va passer à la période de discussion.